Bonjour, bonsoir et bienvenue sur le CIFEB Podcast, le podcast du Congrès international francophone des étudiants en physiothérapie et kinésithérapie. Salut, c'est Marguerite du pôle sciences humaines et sociales du CIFEBK. Pour ce premier CIFEB Podcast, j'ai eu la chance de recevoir Pedro Sancho de la chaîne YouTube PsychoQuack pour parler ensemble kiné et psychologie, mais aussi de communication et un peu des thunes, on va pas se mentir. Bonne écoute à tous. Bienvenue Pedro, merci beaucoup d'être là avec moi pour ce premier podcast du CIFEBK. Aujourd'hui on va parler kinésithérapie et psychologie. Et tout d'abord je voudrais te présenter en quelques mots. Donc toi tu es docteur en psychologie, tu exerces actuellement en libéral dans le sud de la France et à côté de ça tu es formateur. Oui. Et tu fais également des vidéos de vulgarisation sur YouTube sous le nom de la chaîne PsychoQuack. Est-ce que c'est bien ça? Oui, tout est vrai. Ah yes, j'ai la chance alors. C'est déjà bien, c'est déjà un bon début. Au moins tu t'es bien renseigné sur ce que je faisais en ce moment et tout. Parfait. Est-ce que tu veux compléter un petit peu par rapport à ton parcours, tes formations complémentaires, etc. Non, pas vraiment. La seule chose, c'est que c'est le petit truc important qui est différent des autres, c'est que vu que j'ai fait un doctorat, effectivement, je savais à peu près chercher les articles scientifiques. Donc c'est ce dont je me sers vachement pour les vidéos, en fait, qui sont en fait des résumés de ce qu'on sait sur un sujet. Et ça m'aide aussi pour donner des formations. C'est juste quelque chose qu'il y a en plus quand tu vas dans le doctorat plutôt que de faire le master 2 pour être psychologue. Voilà, donc c'est ce qu'il y a en plus. Et après, pour être psychothérapeute, après en libéral, j'ai fait une formation supplémentaire parce qu'on n'apprend pas trop à être psychothérapeute dans la fac. Et c'est cette formation supplémentaire, quand j'ai vu qu'il y avait plein de choses sur la psychologie qu'on ne connaissait pas, qui m'a donné envie de faire des vidéos en fait. D'accord. Donc tu as commencé les vidéos longtemps après le début de ton exercice? Non, j'ai commencé un an peut-être après que j'ai commencé à exercer. Mais quand j'ai commencé à exercer, j'ai commencé à être formé en même temps en fait. J'ai commencé l'exercice en même temps que j'étais en train d'être formé. J'ai plus besoin de prof parce que je peux aller chercher à la source des infos directement maintenant. Ah ça c'est hyper précieux. Oui, c'est pratique. Et tu as des objectifs différents entre ta clinique au quotidien et les vidéos que tu fais pour le grand public? Oui, parce que en gros, les vidéos, c'est plus de la prévention ou de la culture pour les gens selon le sujet. Et le but, c'est pas de soigner les gens. Si des gens changent après et ils vont voir un psy ou alors découvrent des idées pour s'aider eux-mêmes, je suis content. Mais c'est pas le but premier en fait. Le but premier, c'était vraiment juste d'informer les gens parce que j'avais remarqué que en français déjà, il y avait très peu d'informations fiables en psychologie sur Internet. Et donc c'était très compliqué de ne pas tomber sur un forum où des gens disaient de la merde ou des sites Internet sur des théories vieilles de 70 ans. Donc je me suis dit, ah, ça serait bien quand même que les gens soient au courant qu'il y a des théories géniales quand même. Et pour mes patients, le but des patients, c'est qu'ils aillent bien. Donc là, c'est vraiment pour eux. Ok, donc tu es peut-être plus individuel envers tes patients pour un problème déjà donné et plus au niveau vulgarisation, culture sur la chaîne YouTube finalement. Oui, oui, ça c'est clair que mes patients, je leur fais pas des cours. Après, peut-être que tu peux te servir de tes vidéos comme support, je suppose, avec les gens. Non, je m'en sers assez peu, même si des gens, eux, s'en servent. Non, en fait, c'est plutôt l'inverse. C'est plutôt que les patients, en général, ils ont un cas que je connais pas. Donc, du coup, je cherche tous les articles scientifiques pour pouvoir les aider et tout. Et là, du coup, j'ai une vidéo toute faite en général, puisque en fait, j'ai tout cherché déjà. Oui, et puis ça profite au plus grand nombre, au moins tu n'aurais pas fait tes recherches pour une seule personne. Oui, voilà, c'est pas mal. Moi, c'est un système qui me va. À part les dessins des vidéos qui me prennent trop d'énergie et qui me saoulent, mais sinon ça va. Nous, en tout cas, ça nous fait bien rire. Vous pourrez regarder, on vous mettra les liens dans la barre d'infos des créations de Pedro qui sont assez exceptionnelles. Je fais de très très beaux dessins. C'est du grand art. À côté de ça, du coup, dans ton activité clinique, est-ce que tu pourrais nous décrire un peu dans quel champ d'exercice tu te places? Est-ce que tu vois tout type de patientèle? Est-ce que tu vois plutôt certaines pathologies plutôt que d'autres actuellement? Du coup, moi, le fait c'est que je suis dans une petite ville de 15 000 habitants. Donc en fait, il n'y a pas énormément de psy déjà.
Donc du coup, on ne peut pas faire comme dans les grandes villes où on se spécialise dans le TOC, où on spécialise dans quelque chose, et du coup, en fait, tous les gens viennent nous voir que pour ça. Donc en fait, c'est général, c'est-à-dire que moi, je n'ai pas de tri de patients, c'est vraiment super large. Après, en général, je suis plus connu pour les enfants et pour les tests neuropsy pour les enfants, parce que je travaille avec certaines écoles pour pouvoir savoir d'où viennent leurs difficultés scolaires. Mais je crois que je pourrais pas dire ce que j'ai en plus, de manière générale. Si je fais les stats, en fait, ça peut changer tous les 6 mois. Pendant 6 mois, j'ai des gens qui ont été violés. Pendant 6 mois, j'ai des gens qui ont des troubles de personnalité. Pendant 6 mois, j'ai des gamins qui sont hyperactifs. Ça change énormément, en fait, en fonction des gens. Oui, bien sûr, j'imagine c'est plutôt la population générale locale et des alentours. Oui, c'est ça. Ça dépend de la population. Et après, j'ai pas vu non plus dans les études qu'il y avait de grosses différences entre petites villes et grandes villes dans les troubles mentaux. Donc je suppose que ça doit être à peu près pareil pour quelqu'un qui débute dans une grande ville et qui a tout ce qui va. Après, c'est vrai qu'avec l'expérience, les gens aiment bien se spécialiser ou aiment bien certains types de problématiques. Mais moi, ça me saoulerait de faire toujours la même chose. Donc je suis content avec le fait qu'en fait, j'ai plein de problèmes où je ne sais pas ce qui se passe et que je dois me renseigner parce qu'en fait, si on veut vraiment être formé à tout ce qui existe au monde, je pense que c'est impossible tellement il y a de choses qu'il faudrait apprendre. Oui, bien sûr, bien sûr. Quand tu parles de spécialité potentielle, ça correspond à des formations, ça correspond peut-être à des champs particuliers dans la psychopathologie ou si tu devais nous le vulgariser pour des gens qui connaissent pas trop le champ de la maladie mentale. Psychologue, on s'attend effectivement. L'idée qu'ont les gens de psychologue, c'est psychologue en libéral, mais en fait, il y a plein de types de psychologues. Et déjà, il y a des formations différentes. Il y a les psychologues du travail pour les organisations d'entreprise. On a les psychologues qu'on dit cliniciens ou ceux en psychopathologie qui sont ceux qui sont auprès des patients. Et dans ces psychologues cliniciens, il y a plusieurs types. Il y a par exemple des neuropsys qui vont s'occuper effectivement du lien entre le cerveau et les fonctions cognitives. Il y a ceux vraiment qui font que de la psychopathologie. Bref, en termes de formation, déjà, il y a plusieurs types de masters qu'on peut choisir. Et après, on peut décider, mais ça, c'est pas des formations, de se spécialiser dans telle ou telle pathologie ou tel problème. Une personne peut décider, par exemple, de faire que du trauma, ou que du TOC, ou que du deuil. Mais ça, effectivement, au début de l'activité libérale, la plupart des gens prennent ce qui viennent parce qu'en fait, ils n'ont pas le choix. Mais c'est une fois avec l'expérience et le fait d'être connu sur tel ou tel thème que les gens peuvent sélectionner ou pas. Oui, bien sûr. Après, nous, ça correspond parfaitement à ce qu'on fait également en kiné, dans le sens où si tu deviens jeune professionnel, assistant ou que tu crées ton cabinet, même si tu as envie de te spécialiser en pédiatrie, ça sera peut-être plus compliqué de constituer une patientèle, notamment dans une petite ville où il y aura moins de patients dans ta spécialité et dans ton champ. Donc c'est quelque chose qui se fait plus avec les années et la réputation de manière générale, hein. De toute façon, après, voilà, faut être pragmatique. Surtout que, donc, comme tu disais, tu vas également dans des écoles. Oui, Tu interviens donc sur quelle partie de ton temps entre libéral et établissement? je me garde des plages horaires sur lesquelles, moi, le libéral, c'est surtout lundi, mardi, mercredi. Et le mardi, jeudi, c'est plutôt gardé pour tout ce qui est formation ou alors déplacement dans les écoles ou les genres de choses annexes qui ne sont pas fixes. Oui, j'imagine selon la demande et selon les périodes Oui, aussi, hein. parce qu'en fait, les écoles, c'est à la demande. En fait, les écoles publiques ont un psy scolaire, normalement, mais les écoles privées, eux, en fait, font à la demande. C'est-à-dire que quand ils ont besoin d'un test pour un gamin, en fait, ils font une demande à leur supérieur et le supérieur accepte ou pas qu'un psy de l'extérieur vienne voir le gamin. Donc ça marche pas du tout pareil où il y a des psys, en fait, c'est des vacations. Où on me demande, tiens, il faut que tu fasses un bilan, je vais faire le bilan, mais j'ai pas de présence fixe dans l'établissement, comme peut l'avoir un psychologue scolaire. Ok. Et après, tu vas faire un suivi de l'enfant en question à qui tu as fait faire un test. Quand ils veulent, oui, et en général, je prends effectivement les gamins dont j'ai fait le bilan, je les prends plus facilement en libéral, voilà, parce que selon les listes d'attente et tout. Après, il y en a plein, en fait, ils veulent juste le test pour avoir un dossier MDPH ou pour un saut de classe. La demande, c'est pas forcément un suivi. Alors oui, effectivement, dans la moitié des cas, la conclusion, c'est qu'il faudrait un suivi psy parce qu'il y a des problèmes psy dedans. Mais c'est pas dit que l'enfant veuille ou c'est pas dit que la famille veuille aussi un suivi psy. D'accord. Sachant que suivi psy, soit c'est 6 mois d'attente, du moins près de chez moi, dans des coins pas très réputés, ou alors qui fonctionnent mal, ou soit c'est cher. Oui, bien sûr. Il y a aussi une notion un peu économique dans le suivi, hein.
effectivement. Il y en a qui disent que si les gamins de familles pauvres s'en sortent moins bien et tout, c'est aussi parce que pour tous les problèmes qu'ils peuvent rencontrer, la famille n'a pas l'argent de les aider parce que l'orthophoniste, c'est pas forcément tout est remboursé, le psy, c'est pas du tout remboursé. Donc il y a un tri déjà qui est fait et il y a le fait d'avoir de l'aide ou pas qui dépend de l'argent de la famille. Donc actuellement, tes séances en libéral, là, ne peuvent pas être remboursées au moins en partie, même Non. sur ordonnance? Alors il y a certaines mutuelles qui remboursent et avant j'avais un contrat spécial vu que je fais certains types de thérapies qui pouvaient rembourser au moins 10 séances par an, mais ils ont fait sauter le contrat. Et donc il n'y a pas de remboursement. Et il y a des tests qui sont faits pour rembourser les psys, mais c'est pour les rembourser, pour faire des patients un peu à la chaîne en très peu de temps mais mal payés. Voilà, surtout qu'en plus, les problèmes les plus graves, là ils comptent rembourser 10 séances, mais les problèmes les plus graves où les gens risquent le plus d'être flingués à vie ou même d'être handicapés à vie, parce qu'ils ont été violés enfants, parce qu'il y a des problèmes de familiaux et tout, 10 séances c'est que dalle en fait. Oui, c'est un suivi qui doit être beaucoup plus à long terme, j'imagine. Pour les cas les plus durs, ils disent que c'est 2-3 ans de thérapie. Donc 2-3 ans de thérapie, ça va largement plus loin que 10 séances en fait. Oui, bien sûr. Ce que je voulais te demander également, est-ce que tu prends en charge pour faire un peu le rapprochement avec nous, les personnes qu'on peut voir dans nos métiers en rééducation, est-ce que tu vois des personnes qui ont des démences, par exemple des personnes âgées ou suite à des soucis neurologiques ou des retards de développement chez l'enfant? Est-ce que c'est des choses que tu prends en Moi charge? j'en vois très peu, j'en voyais plus avant parce que en fait avant d'être en libéral, je travaillais en géronto et aussi j'ai fait des stages dans des centres de réadaptation. Donc là, effectivement, le boulot avec que ce soit les kinés ou tous les autres métiers, en fait, sont obligatoires. Par exemple, en centre de réadaptation, après un accident de voiture, évidemment qu'il faut faire les tests au niveau neuro, mais où il y a besoin de stimulation physique et d'un travail physique derrière. Donc tout le monde travaille ensemble de manière générale et essayer de prévoir ce qui est au mieux pour le patient dans les réunions. Tout ce qui est le côté neuropsy et réadaptation, c'est sûr qu'effectivement, il y a un lien entre les plusieurs disciplines qui sont assez clairs et nets. Pour les enfants, moi en libéral, par contre, c'est plus avec les ergos ou les orthophonistes que j'ai des liens qu'avec les kinés. Parce que j'ai très peu de gens qui ont des problèmes moteurs. Et bon, j'avoue que je ne sais pas trop ce que peuvent faire les kinés de manière générale. Voilà, donc déjà Oui, j'ai une après, il y a méconnaissance aussi une dessus. méconnaissance. Voilà, c'est ça. Donc je préfère dire que je ne connais pas. Donc c'est plus simple. Et ceux, à la limite, qui ont des problèmes moteurs, en général, c'est plus des problèmes d'organisation. Et du coup, ils voient plus avec les ergots au niveau écologique. Mais ça, peut-être que les kinés le font aussi, donc je ne peux pas dire. En tout cas, moi, les kinés de mon coin, j'ai zéro lien avec eux. Actuellement, en libéral, oui, enfin pas pour ce type de En libéral, problématique non. et pas en général. Par contre, effectivement, pour tout ce qui est démence ou tout le reste, les démences, c'est clair que vu le nombre de chutes, on les envoie souvent dans des programmes anti-chute ou alors pour apprendre à chuter ou chuter moins. Donc là, oui, effectivement, il peut y avoir des réunions avec des kinés ou des personnes qui avaient été formées à ça. Donc tout ce qui est côté en fait neurodégénératif ou alors des problèmes neuro acquis, c'est-à-dire quelqu'un a un accident de voiture et tout, là le lien entre kiné et psy, il est évident, il est même fait dans les institutions. Oui, donc tu l'as plutôt vu dans les institutions. Voilà, c'est ça. Par contre en libéral, moi il y a un biais, c'est-à-dire que si je dois faire un bilan neuropsy d'un adulte, ça va lui coûter, on va y passer la journée, ça peut coûter 400-500 euros. Donc c'est super cher et personne paye. Et déjà, pour les gamins, déjà payer 400-500 euros, moi je suis dans une ville assez pauvre, tout le monde ne peut pas. Donc je me suis adapté. Et après, il y a des consultations mémoire pour les personnes âgées, par exemple, qui peuvent faire ça abonnément cher. Bon, elles sont un peu bondées, mais moi je préfère qu'il y ait quelqu'un, que ça soit son métier, qui ait l'habitude de faire les tests, qu'il le fasse pour moins cher. Je les envoie plutôt vers là-bas que moi qui, du coup, là, ça va faire très longtemps que j'ai pas fait de bilan pour les personnes âgées ou des bilans psy complets ou neuropsy complets pour les adultes. Donc, du coup, il faudrait que moi que je m'embête à tout reprendre mes tests, à tout rechercher. Ça coûterait cher à la personne. Alors, il y a des professionnels moins chers en institution, autant les envoyer là-bas. Et honnêtement, il y aurait une structure, par exemple, qui font les bilans pour les enfants. Je pense que j'enverrai vers la structure qui font le bilan pour les enfants. Sauf qu'en fait, les structures qui sont censées faire ça gratuitement, en fait, ne le font pas, ces bilans. Donc, du coup, moi, j'accepte de les faire par dépit. Voilà, enfin, par dépit, c'est pas par dépit. C'est que moi, j'aime bien les faire, mais je pense que quelqu'un pourrait le faire moins cher et mieux. Il aura plus de temps, ça sera plus complet. Si en fait, il fait que ça de sa vie, c'est évident. Si c'est spécialiste dans ça et qu'il fait que de ça de sa vie, forcément qu'il fera mieux que moi, qui doit faire
passer d'un patient endeuillé à un patient violé à un patient faire un test neuro pour savoir son attention. Voilà. C'est sûr. Ce que je retiens un peu de ton discours, c'est que concrètement, déjà, dans la majorité des cabinets libéraux, tu as quand même du tout venant, sauf spécialité bien déterminée, et qu'il y a aussi une notion économique, parce que la majorité des tests prennent beaucoup de temps, et donc il serait en théorie mieux dans des structures spécialisées, mais qui n'existent pas forcément localement, quoi. Donc il y a le côté économique qui joue dans la balance, et c'est vrai. Alors, les psys qui vont écouter, ils n'aiment pas trop en parler du côté économique. Il y a une sorte de petit tabou, c'est-à-dire que quand on parle de fric, des fois on se fait défoncer sur les forums. Voilà. Moi, je préfère être clair que tous les psys que j'ai en supervision ou mes copains psy, bon, ben, ça rentre en compte effectivement comment tu vas vivre, comment tu vas en vivre et tout. Ça me paraît logique moi, mais c'est vrai qu'apparemment ça se dit pas. Et effectivement, je trouve qu'il y a des bilans trop chers pour ce que c'est, surtout que des institutions pourraient le faire. Par rapport à une profession qui est conventionnée, effectivement, c'est là qu'on voit la différence d'une profession qui peut choisir finalement le tarif de ses prestations, parce que du coup, ça donne aussi des inégalités au niveau de l'accès aux soins dans une population. Oui, et puis au moins c'est vrai qu'il n'y a pas de bataille sur les prix et tout, puisque les prix sont déjà décidés, donc on peut se batailler avec ceux qui décident les prix, mais... Oui, c'est un peu notre problème. C'est ça, nous, voilà. du coup. Donc, mais ça nous donne un autre regard aussi sur ce que ça engage de choisir ses prix. C'est d'autres problématiques après, j'imagine, de rentabilité. Oui, Je voilà. voulais te demander également, est-ce que tu as ressenti des différences au sein de ta patientèle depuis mars, depuis à peu près un an, en 2020, avec l'arrivée du Covid? Il y a un petit problème, moi, c'est que en fait j'ai quasiment un an d'attente ou plus pour les nouveaux patients. Donc du coup, la plupart des nouveaux patients que je prends là en ce moment, c'est des gens qui m'ont demandé ça il y a déjà avant même le confinement. J'ai pas de gens qui viennent avec des problématiques liées au confinement. Moi, ma patientèle, je le sens pas. En plus, ce qu'il faut voir, c'est que moi, vu le type de patientèle que j'ai en ce moment, il y a des gamins qui ont du mal à l'école, donc en fait, ne pas aller à l'école, bah, ils sont très contents. Voilà. On a des gens qui ont des histoires de vie qui datent de familles, qui se violaient entre eux, qui étaient très violents entre eux. Donc en fait, une histoire de confinement, c'est pas grand-chose comparé à tout ce qu'ils ont vécu auparavant. Après, évidemment, oui, il y a un effet sur plein de gens, mais moi, je le vois pas trop dans ma patientèle, vu ma patientèle et vu que j'ai pas trop de nouveaux patients. Par contre, oui, on ne peut pas nier qu'il y a plein d'études qui montrent qu'il y a des dégâts psychologiques assez forts de tout ce qui est en train de se passer. Oui, bien sûr, et au niveau international, j'avais un peu regardé pour préparer l'interview, effectivement, ça se ressent dans pas mal de facteurs de la vie quotidienne, même si on le constate dans le quotidien sur des patients qu'on connaissait déjà. Oui, vu ton contexte d'exercice, tu n'as pas pu le remarquer spécialement. Oui, alors j'ai peut-être 2-3 patients effectivement qui ont été beaucoup touchés par ça, mais c'est pas grand-chose en pourcentage. Non, moi finalement, là où j'ai l'impression de le voir, c'est sur les forums où je trouve que les gens sont devenus plus nerveux et plus agressifs. Voilà. Donc j'ai quitté plein de groupes de psy ou des trucs comme ça parce que je trouvais que les gens étaient de plus en plus bêtes en ce moment. Mais ça, c'est pas du tout scientifique ou. Ouais, c'est un ressenti. C'est en parlant d'autres, en fait, il y en a qui me disent, ouais, mais vu le contexte, je pense que c'est normal que tout le monde soit à cran. Mais après, voilà, il y a plein d'études qui sortent sur bah, là, ça fait bientôt un an, donc on peut avoir plein d'études sur ce que ça fait sur les gens, sur les troubles psy et tout. Et effectivement, il y a pas mal de troubles psy qui augmentent. Tu penses à un exemple en particulier de troubles psy? Ce serait des symptômes? Ce serait une pathologie qui se déclare? Moi, le problème, c'est que, alors, j'ai pas lu toutes les études exactement, mais de ce que je vois, donc c'est vraiment personnel, et de ce que je vois, soit des proches, soit des gens que je connais, c'est l'isolement social qui joue beaucoup, et le fait qu'on ait supprimé beaucoup d'activités où les gens, finalement, avaient un lien social avec les gens. Donc là, en termes d'isolement social, ça fait des dégâts, notamment en termes de dépression et tout. Et même l'isolement de manière générale, on sait depuis longtemps à quel point ça peut flinguer quelqu'un. Alors il y a des gens, ils sont très bien seuls. Voilà, il y a des gens, ils peuvent vivre en ermite, mais c'est pas la norme. Et il y a plein de gens qui ont besoin quand même de leur petite dose de social. Et c'est vrai que quand on leur supprime progressivement, au bout d'un moment, ça commence à peser. J'en profite, du coup, tu m'introduis parfaitement le sujet suivant. Est-ce que tu aurais des conseils, toi, en tant que psychologue, pour un kiné qui travaille en libéral, qui voit arriver un nouveau patient ou quelqu'un qu'il connaît, et comment il pourrait dépister l'apparition de troubles au niveau de la santé mentale, par exemple, que ce soit la dépression ou autre,
De manière générale, est-ce qu'il y a des tests, est-ce qu'il y a des signes évocateurs que les rééducateurs ne connaissent pas et que tu pourrais nous donner? Alors, de manière générale, oui, pour chaque pathologie, il y a des signes. Mais après, effectivement, les apprendre les signes ou apprendre les questionnaires qu'il y aurait pour les signes, ça nécessiterait une formation. Donc moi, ce que j'avais fait, comme je t'avais dit, avec les médecins quand je m'étais installé, j'avais amené une fiche où il y avait marqué, bon, s'il y a ce signe, c'est peut-être de la bipolarité, s'il y a ce signe, c'est peut-être de la dépression. Et du coup, les médecins avaient bien aimé le fait qu'il y a un psy qui leur dise, bah, tu peux envoyer les patients pour ça, ça ou ça. Après, c'était très général. Ça ne voulait pas dire que si les gens ont tel ou tel signe, bah, ça fait une pathologie. Mais au moins qu'il y aurait peut-être une question à se poser, que la personne vienne au moins une séance pour qu'on vérifie qu'il n'y a pas un problème ou pas. Bon, pour ceux, cette fiche, je ne sais plus où je l'ai mis sur mon ordi, voilà, pour ceux qui écoutent. Voilà. Et après, bon, faudrait revoir avec mes connaissances actuelles si je ne changerais pas certains signes, vu avec mon expérience comparée à quand je me suis installé. Non, après, moi, ce que j'ai beaucoup vu avec les gens qui avaient besoin de kiné, c'était le signe, c'était par rapport à la dépression. Parce que sachant que la dépression, ça peut arriver très vite. C'est à partir du moment où on est coincé et qu'on n'a pas de solution ou qu'on se retrouve coincé dans un moment, ben en fait, on peut tomber dépressif très très rapidement. C'est-à-dire que par exemple, bon, ben, on ne peut pas faire son activité pendant un an parce qu'on s'est blessé. Ben, le fait d'avoir quelque chose qui nous manque, ça peut se généraliser à d'autres situations et nous rendre dépressifs en fait surtout. Voilà, que ce soit de notre famille ou que ce sentiment de je suis foutu ou je vais pas y arriver ou je vais pas m'en sortir, en fait ça devient un truc général sur notre vie en disant ben, notre vie elle est pourrie et tout. Il y a un conseil de prévention santé de manière générale, c'est à partir du moment où on est en changement de vie important ou alors qu'on nous enlève quelque chose dans notre vie, là il faut faire gaffe à ce qu'on ne tombe pas dépressif parce qu'on a beaucoup de chances de tomber dépressif dans ces moments-là. Et donc, bah, en général, les gens qui vont voir les kinés, moi ceux que j'ai connus du moins, ils ont toujours eu des problèmes ou il y a un problème qui est survenu, qui les handicape et ce handicap peut à terme donner une dépression. Oui, tout à fait. Nous, il y a une différence qui est faite au niveau de la littérature. Je vais te lire ce qui nous est décrit entre les fameux donc, drapeaux jaunes, qui sont plutôt les facteurs psychosociaux, donc qui concernent les émotions, les cognitions, et dont on se sert parce qu'ils peuvent être des freins dans la prise en charge, nous, dans notre prise en charge rééducative, et ce qu'on appelle les orange flags, les drapeaux orange, qui sont pour le coup des alertes potentielles à une pathologie psychiatrique sérieuse. Comme déjà ce terme est assez peu connu même chez nous, et je crois que toi tu n'en Oui, avais moi pas je connaissais connaissance pas non du plus. tout. Hein. C'est là où la différence pour nous est difficile à faire entre c'est une émotion un peu négative qui peut freiner le patient et il y a un réel risque de trouble psychiatrique parce que j'imagine que du coup l'incidence sur la vie de la personne et ses capacités à s'en remettre seront pas du tout les mêmes et que nous le frein pour notre prise en charge pourra être d'autant plus important entre par exemple une petite déprime et une phase compliquée et une réelle dépression. Bah, en fait, c'est difficile à faire et même pour moi, c'est difficile à faire parce que c'est pas comme si c'était des cases. C'est pas comme s'il y avait un virus et que la personne elle avait le virus ou pas dans les années 200 en fait. C'est-à-dire que une personne par exemple qui a un changement dans sa vie, qui s'est fait larguer ou qui est quelque chose, c'est normal qu'elle soit déprimée en fait. Et il y en a qui disent que la déprime c'est normal, c'est une sorte de notre cerveau il se met en mode un peu je découpe de l'énergie pour en garder pour pouvoir réfléchir et réorganiser ma vie. Quand on a un problème, que ce soit physique ou mental, on réorganise sa vie et des fois ça passe. Et en fait, la dépression, on dit que c'est juste ce sentiment qui passe pas. Mais du coup, savoir quand le sentiment, quand on voit une personne qui, ça fait un mois, je sais pas, elle peut plus faire de sport, donc ou elle s'est fait larguer, elle est déprimée. Moi, je peux absolument pas prédire si va devenir dépressive ou pas. Je peux essayer d'analyser dans la façon dont elle dit les choses, c'est-à-dire que plus elle est extrême dans sa façon de voir les choses, plus il y a de chances qu'elle doit être dépressive. Par exemple, si elle dit elle s'est fait larguer et qu'elle a tendance à dire j'ai perdu l'amour de ma vie, je suis foutu, il y a plus de chances qu'elle soit dépressive que si elle dit j'en trouve un autre, mais je suis triste, là, la personne me manque. Et donc en fait, il y a une sorte d'analyse du discours et aussi des biais dans le discours qui permet de dire s'il y a des chances d'être plus dépressif ou que ça va passer. Mais après, ça c'est subtil en fait. Donc à la limite, ce qu'on a, nous, c'est des manuels diagnostiques qui permettent de nous dire quand ça déconne ou pas, beaucoup. Par exemple, la dépression, c'est au bout d'un certain temps, il faut certains types de symptômes. Mais franchement, quand c'est pas notre métier, aller lire tous les symptômes et aller se taper le diagnostic et tout, c'est très compliqué. De manière générale, moi, j'aurais tendance à conseiller les gens à faire
Alors il y a des médecins, ils n'aiment pas quand je dis ça, mais c'est aller voir pour tout et pour rien, et puis à la limite, si on a un doute, on y va. Mais moi, je préfère que quelqu'un vienne me voir et qu'en une séance, en fait, on dise non, mais c'est bon, on peut voir si ça va passer, et puis on va voir, plutôt qu'au final, quelqu'un qui fasse rien pendant 10 ans, et que là, du coup, il se retrouve à être très compliqué. Donc moi, je préfère effectivement que les gens viennent pour dès qu'ils ont une question ou dès qu'il y a un problème. Pareil pour les orthophonistes, moi par exemple, quand j'ai un doute sur le langage d'un patient et tout, je ne vais pas essayer de faire de lever de doute moi-même. En fait, je dis, bah, ça serait bien au moins de voir une séance en orthophoniste pour voir ce qui se passe. Pareil avec les ergos, pareil avec les autres disciplines que j'ai. Pareil pour les psychiatres, des fois, je dis, ça serait peut-être bien de tester ce médicament. J'envoie un psychiatre et puis c'est le psychiatre qui voit s'il faut le tester, pas le tester. Donc en fait, voilà, j'ai tendance à envoyer facilement vers d'autres professionnels et je pense que c'est plus simple, peut-être pas plus économique pour le patient, c'est vrai, mais je pense que c'est plus simple que d'essayer de soi-même essayer de trier. Oui, sans formation, sans spécialité, etc. Je Mais sais pas si par exemple, si tu essayais de m'expliquer, alors oui, alors s'il y a une douleur là, s'il y a ce mouvement là, c'est tout, c'est ce problème, et là il faut faire quelque chose ou pas, je suis pas sûr qu'il arrive en une demi-heure à pouvoir m'expliquer, et je suis pas sûr que j'aurai les compétences de faire le tri en fait. déjà, comme tu dis, dans ta propre discipline, il y a des flous et des difficultés à préciser spécifiquement tel ou tel type de pathologie qui souvent s'entremêlent. Hein. C'est ce que tu dis régulièrement d'ailleurs dans tes vidéos. Oui. C'est difficile de séparer un symptôme d'un autre et que souvent deux pathologies peuvent être en lien. Alors j'imagine que dans un autre champ, pour le coup, pour un rééducateur dans le domaine de la psychologie ou inversement, ça semble être pratiquement une autre profession à part entière. Après, en fait. je comprendrais que c'est vrai qu'il n'y a pas de prévention. Moi, ça ne me dérangerait pas qu'on fasse des choses préventives au niveau psy. Mais le but, c'est pas en fait d'identifier les problèmes dans la prévention, à part ce que je fais un peu avec les vidéos. Mais ça serait surtout de dire, bon ben voilà, faut apprendre la nuance, on peut apprendre à gérer ses émotions. Il y a des compétences de base qu'on n'apprend pas, qu'on pourrait apprendre. Voilà, juste nuancer son avis, c'est un truc de base pour gérer ses émotions. Et ça marche super bien de manière générale. Et le but, c'est pas qu'on ait plus d'émotions, c'est juste qu'on ait un avis un peu nuancé qui nous calme en fait. Voilà, et si tout le monde pouvait avoir ça et tout le monde pouvait, bah, c'est comme ne pas fumer, ne pas boire, voilà, il y a de la prévention. Bon, mais au niveau psy, il y aurait de la prévention à faire sur plein de trucs. Donc ça serait pas mal. Et si du coup tous les professionnels de santé l'auraient, ça serait pas mal. Sur le suicide, par exemple, je sais que les choses qui ont été faites pour la détection du suicide et les grilles pour la détection du suicide, en fait, c'est pas spécifique à la psychologie. C'est tous les professionnels de santé, normalement, qu'on a dit, il faut les former à poser telle ou telle question quand il y a un risque suicidaire pour savoir si la personne, on l'envoie chez le médecin, le psychiatre ou quelqu'un, ou si elle a besoin d'aide. Ça, c'est vraiment des outils qui peuvent servir à tout le monde. Mais après, comme tu dis, le risque d'essayer de former des gens mal en disant tiens, ce signe c'est ça, ce signe c'est ça c'est une maladie, c'est que même parmi les psys, il y en a qui font n'importe quoi en prenant un symptôme et en disant ah, ce symptôme c'est cette maladie. Et puis, moi j'ai des gens qui ont été violés, on leur a dit ah, mais tu es sûrement au potentiel ou tu as sûrement un QI élevé parce que la personne réfléchissait beaucoup. Sauf que quand on s'est fait violer, ben, on regarde un peu partout et on réfléchit à tout pour savoir si on n'est pas en danger. Donc du coup, voilà, ça arrive qu'il y a des raccourcis trop rapides. Je préfère dire aux gens, chacun ses compétences et dis que tu sais pas, plutôt que effectivement essayer d'être mal formé et d'un coup envoyer les gens chez faire n'importe quoi ou faire n'importe quel diagnostic. D'où l'art du diagnostic différentiel, Oui, dont tu parles souvent. Oui, parce que moi ça c'est un truc personnel, mais je trouve que psychiatre et psychologue c'est pas très très bien formé à tout ça. Voilà. Donc il y a des modes du coup. Il y a les modes des bipolaires, il y a les modes des trucs, mais il y a des modes parce que les gens en fait savent pas aller lire les articles et savoir faire la différence et voir qu'en fait c'est pas aussi simple que ça et on peut pas clairement mettre les gens dans des cases, c'est très compliqué. Oui, c'est très clair. Est-ce que au cabinet, tu as également des patients douloureux? Parce que nous, on a quand même une grande majorité d'indications de kinésithérapie pour des symptomatologies douloureuses. Et on sait que dans le cadre de la douleur chronique, on a également des facteurs psychosociaux importants qui peuvent prendre des dimensions différentes et qui, j'imagine, s'expriment aussi différemment dans le cadre des pathologies mentales. Donc, est-ce que tu travailles avec ça? Est-ce que c'est quelque chose que tu connais? Moi, je travaille très peu, mais c'est pareil, c'est un biais, c'est-à-dire que je connais des gens qui sont plus compétents que moi dessus. Donc quand j'ai eu des patients avec des douleurs chroniques,
je les ai envoyés plutôt dans des centres de gestion de la douleur où effectivement il y a une prise en charge sur plusieurs points. Et là, ils auraient été bien plus capables qu'une prise en charge en fait, libérale où la personne aurait dû voir un psy, un kiné, un ergo peut-être et d'autres choses. Ce qui lui fait 15 000 rendez-vous alors qu'en fait on peut lui apprendre plein de choses dans un centre. De manière générale, effectivement, la compréhension de la douleur c'est super compliqué parce que c'est vraiment l'intrication de plein de facteurs différents, que ce soit corporel ou pas. Et là, c'est vrai qu'il vaut mieux une approche où on prend tout en compte et on fait tout, plutôt que des approches isolées où les professionnels, honnêtement, en libéral, c'est difficile de communiquer entre professionnels parce qu'on n'a pas forcément le temps et tout. Donc autant qu'il y ait une équipe qui peuvent tout travailler en même temps. Parce qu'effectivement, c'est vrai que tout est interagi. On peut très bien être très stressé, avoir un trouble anxieux qui fait qu'en fait, on est trop tendu et du coup on fait des faux mouvements ou alors des mauvais mouvements et on se pète le dos. Mais en même temps, du coup, dans ce cas, il faut aussi apprendre à se tenir et il faut aussi avoir des formations sur comment bien gérer son dos et bien gérer ses muscles. Donc en fait, il y a plein de choses à avoir et c'est plus simple d'avoir tout un groupe qui explique tout en même temps que d'avoir des gens isolés. Moi, c'est vrai que les douleurs, alors le problème que j'ai par contre, c'est quand des gens ont des douleurs et qu'en fait on leur dit que c'est psychologique et alors qu'en fait, que si on cherche bien, en fait, c'est pas du tout psychologique. Ils ont genre l'épaule détruite, ou alors ils ont un syndrome auto-immun, ou une maladie auto-immune. Et qu'en fait, c'est juste qu'ils sont tombés sur un psychiatre ou un psy, qu'on leur dit, ouais, mais non, c'est parce que tu veux coucher avec ta mère, ou alors qui dit non, c'est psy. Voilà, moi, c'est le problème, c'est qu'effectivement, en général, quand quelqu'un a une douleur, on cherche vraiment tout au niveau physique pour être sûr qu'il n'y a pas une explication simple, plutôt que de chercher l'explication compliquée. Sur le fait qu'une personne aurait potentiellement, souvent c'est des problèmes, sauf que les médecins n'ont pas cherché ou n'ont pas trop cherché. Mais dès qu'on cherche, souvent on trouve certaines choses, des fois rares. Des fois je suis tombé sur des maladies auto-immunes hyper rares, mais au moins on a cherché parce qu'en fait ça me paraissait bizarre. Oui, de toute façon, il y a aussi, avec l'expérience, j'imagine, une notion de... On va aller creuser un peu plus parce qu'il y a très peu de chances que ça arrive, mais si on l'a raté, ben, c'est le fameux Moi, screening. quelqu'un me dit par exemple j'ai mal au dos ou alors j'ai mal partout ou alors j'ai des migraines. Bon, à la limite, on peut chercher parce qu'on voit qu'il y a beaucoup de liens avec le psy, mais quelqu'un qui me dit j'ai les yeux secs, le psychosomatique, il y a des limites, quoi. Il y a des gens, en fait, ils font passer psychosomatique pour dire que tout peut se passer au niveau du corps avec le psy, mais en fait, on voit que dans les études, quand même, les liens, c'est pas tout et n'importe quoi, en fait. Oui, bien sûr. Oui, oui, en fonction des symptomatologies. Au même titre que nous, par exemple, en kiné, on a parfois tendance à un peu trop lier les pathologies au système physique et à parfois pas assez encore prendre en compte les facteurs justement psychosociaux, les facteurs cognitifs, les facteurs émotionnels. Et on a tendance, selon les courants, à parfois beaucoup expliquer les choses par la biomécanique, ce qui est un peu simpliste. J'imagine que dans le versant psychologie, il y a aussi l'extrême inverse en fait. Ah oui, bah, mais clairement, de oui. dire que toutes les douleurs sont psychosomatiques. Effectivement, il y a peut-être une composante, mais bon. Bah, de toute façon, la douleur, forcément, il y a un traitement cérébral de la douleur et il y a des techniques antidouleurs qui sont que psychologiques. Ouais, il y a des techniques, par exemple, de méditation pour apprendre à se concentrer sur la douleur, la traiter différemment, du coup, et qu'elle soit vue différemment par notre cerveau. Des gens ou des psychiatres ou des psychologues qui sont capables de voir que par leur prisme psychologique et leur théorie, il y en a plein. Par exemple, il y a une maladie, là je discutais sur internet, de la maladie de Pica. En fait, c'est des gens qui se mettent à manger n'importe quoi, genre de la terre ou du fer. Et en fait, bon, si on lit les articles, il y a plusieurs causes. Ça peut être effectivement un trouble d'opposition de gamin qui veut faire chier les gens, donc ils bouffent n'importe quoi. Ça peut être des TOC, ça peut être aussi des carences en fer, ça peut être aussi des maladies intestinales. Et en fait, juste parce que en fait, j'ai dit que ça pouvait être une carence en fer, parce que ça a été observé, il y a quelqu'un qui s'est foutu de ma gueule, parce que effectivement, c'était une psy et voilà, elle ne pouvait pas concevoir qu'une grosse carence en fer pouvait faire bouffer de la terre à des gens. D'accord. Voilà. Oui, oui, oui. Je vois l'extrême inverse. Voilà, c'est ça. Donc ça peut arriver. Et c'est con parce qu'en fait, moi j'ai toujours l'idée que si on a un truc physique identifié, ça évitera des années de thérapie à une personne et pour un problème réglable plus facilement. Donc c'est vrai que effectivement, pour certains types de maladies, mais parce que j'ai été formé à certains trucs, je connais certains marqueurs bio et donc je demande des tests. Pour les troubles d'attention des gamins ou des adultes, on demande la thyroïde obligatoirement en général, par exemple, parce qu'on le sait. Mais donc il y a des choses, en fait,
il peut y avoir une solution simple et que la médecine connaîtrait une solution simple. Et ça serait con, du coup, d'enlever cette solution simple parce que nous, on veut que la psy, ça explique tout et que ça marche mieux comme ça. J'en profite pour te demander, est-ce que dans ta formation, puisque tu me parlais de tes différentes formations initiales ou complémentaires, tu as appris un style relationnel spécifique à adopter avec tes patients? Est-ce que peut-être tu te bases sur un cadre particulier ou tu en as testé plusieurs et il y en a un qui te convient mieux? La façon dont tu te comportes avec les gens. Ouais, alors la question du cadre, c'est une grosse question où il y a des batailles en psy. Voilà. Alors de manière générale, les batailles en gros, c'est est-ce qu'il faut quelque chose de très rigide ou pas rigide. Et donc si tu vas discuter sur des forums psy, quelqu'un va te dire de faire quelque chose et une autre personne va te dire que c'est intolérable, qu'il ne faut pas le faire. En théorie, moi ce que je pense, mais du coup c'est que mon avis personnel, l'important c'est l'adaptation au patient en fait. C'est est-ce que du coup moi je suis dans un type de thérapie où c'est très une collaboration, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une personne qui sait tout et l'autre qui sait rien et qu'il faut l'apprendre. C'est en gros, il y en a un qui se connaît très bien et puis l'autre qui connaît un peu des théories sur l'humain. Et donc du coup, on se met ensemble pour essayer de résoudre le problème. Donc du coup, en fait, ça met une relation d'égal à égal et le but, c'est de garder cette relation d'égal à égal, en fait. Et que les personnes puissent parler tranquillement. Si par exemple on n'avance pas, moi je peux dire à un patient clairement, je trouve qu'on n'avance pas, il y a un problème. Et si un patient il a un problème avec moi, il peut me le dire clairement et dire, moi j'aime pas quand vous faites ça ou ça m'a choqué. Et le but, c'est qu'il y ait le plus de dialogue possible et que les gens soient conscients de ce qu'ils renvoient à l'autre. Parce qu'effectivement, moi, je sais que j'ai un style, je suis assez froid de manière générale, et je sais que je ne vais pas convenir à quelqu'un qui a besoin de chaleur. Mais en même temps, du coup, si ça passe pas, on peut en parler, et je peux lui dire, bah oui, mais moi, je ne peux pas changer ce que je suis ou ce que je fais, je peux m'adapter un peu, mais je ne peux pas m'adapter en vous faisant des câlins, par exemple, ou une câlinothérapie, ça ne sera pas possible. Donc en fait, moi, le but, c'est que la relation se passe au mieux, et que pour ça, il faut que les gens soient d'égal à égal et puissent surtout communiquer entre eux ce qu'ils pensent ou ce qu'ils ressentent. Voilà. Et de manière socialement acceptable. Et pour ça, justement, du coup, on a appris plein de techniques pour écouter les gens, mais aussi pour exprimer des choses sans vexer les gens. Et ça, c'est effectivement plein de techniques qu'on peut utiliser et que je donne dans certaines formations pour apprendre à mieux écouter les gens et pouvoir, en gros, ne pas être agressif, mais ne pas non plus se laisser bouffer par les gens. Donc c'est plein de techniques relationnelles que là on apprend, mais ça c'est des techniques que la plupart des psys apprennent. Après, est-ce qu'ils les utilisent ou pas? Ça c'est eux qui voient. Est-ce qu'eux pensent qu'ils doivent être plus sachants que l'autre ou pas? Est-ce qu'eux pensent qu'ils doivent collaborer avec le patient ou alors laisser le patient dans son coin travailler? Ça c'est des attitudes différentes. Mais les compétences de base pour écouter quelqu'un, la plupart des psys doivent l'avoir en général. Oui, j'imagine. Et puis certainement des professionnels de santé et des thérapeutes de manière générale. Peut-être que simplement ça a été moins appris comme un cours magistral et que c'est peut-être plus conscient chez les psychologues. Je ne sais pas si tu peux nous citer peut-être que c'est des outils dont tu te sers où tu as appris ces techniques-là ou alors que c'était... Alors vraiment le truc de base qu'apprennent les psys, c'est ce qu'on appelle les 4 R. En gros, c'est 4 choses à faire, à apprendre à faire pour qu'en gros une personne se sente comprise. Voilà, donc ça peut être soit reformuler ce qu'elle dit, soit effectivement renforcer qu'on a compris. Bref, c'est plusieurs. Ceux qui veulent peuvent chercher 4 R, ça se trouve facilement sur Internet. Et il y a des explications. Et ça, c'est une des compétences de base pour écouter activement une personne. Voilà. Et pour que la personne sente, oui, j'ai compris, j'ai pas compris. Mais l'important, c'est d'être honnête et d'être sincère en disant que quand on n'a pas compris, on n'a pas compris. Donc, en gros, dans ces 4 R, il y a des techniques plus compliquées. Parce que, par exemple, moi, quelqu'un qui bat ses enfants, ça va pas, quoi. Voilà. Donc, je ne comprendrais pas que quelqu'un batte ses enfants. Par contre, je peux essayer de le comprendre en tant que psy, parce qu'il faut que je fasse ce rapprochement, parce que mon boulot, c'est de l'aider. Je peux comprendre que quelqu'un nous énerve tellement qu'on ait envie de le taper. Donc ça, on peut en parler de manière sincère, parce que moi, avoir envie de taper des gens, ça peut m'arriver. Par contre, le faire, il y a un problème. Et donc, du coup, rien que le fait que je puisse dire aux patients et qu'on voit, oui, mais en fait, ouais, il y a plein de gens qui ont envie de taper des gens, où ça peut se comprendre, où je vois la logique, ça permet de plus facilement lui dire, par contre, c'est complètement con de le faire. Donc en fait, c'est plus facile d'avoir un dialogue avec quelqu'un quand on a pris le temps de l'écouter avant, et donc il y a ces techniques qui permettent d'écouter. Et même quand il y a des gens qu'on déteste, il y a sûrement des trucs dans leur logique où on peut les comprendre, où on peut voir la logique derrière, et on peut voir que dans une situation, peut-être qu'on aurait fait pareil si on avait été éduqué pareil ou pas, et ça permet de comprendre l'autre plus facilement. Ça, les 4 R, c'est la base. Et après, pour ceux,
moi, je pense les professionnels qui veulent vraiment, effectivement, prendre le patient avec son rythme, il y a un truc qui est très bien, c'est de se former à l'entretien motivationnel. En gros, c'est des techniques qu'ils ont mis en place. Je crois qu'historiquement, c'est pour les alcooliques, parce que les alcooliques, en fait, bon, plus on leur dit d'arrêter de boire, moins ils arrêtent de boire. Et donc, ils ont essayé de trouver des techniques d'entretien pour faire avancer la personne. Et donc, c'est plein de techniques pour, en fait, quand une personne est résistante à un traitement ou résistante à quelque chose, pouvoir l'amener progressivement ou essayer de voir comment elle voit la vie pour l'amener progressivement, en fait, à, d'une part, que le professionnel de santé, il accepte la résistance du patient. Parce que quand on a un patient, on lui dit de faire ça et qu'il ne veut pas le faire, c'est très très chiant. Voilà. Mais que voilà. J'ai plein d'exemples, soit de kinés, soit de médecins, qui sont en train de s'énerver en fait avec leurs patients qui font pas ce qu'il faut. Donc ça apprend effectivement à, ils appellent ça un peu, le terme c'est rouler avec les résistances, c'est-à-dire apprendre à rouler avec le frein appuyé, mais faire avancer la voiture quand même. Donc il y a plein de techniques comme ça pour apprendre justement à gérer cette résistance du patient, le déni ou le faire avancer quand même. Mais il faut accepter que ça soit lent quand même. Moi je pense que de mon point de vue, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est les techniques d'écoute, savoir écouter quelqu'un, et essayer de le comprendre. Voilà. Ça a été l'entretien motivationnel pour les résistances ou pour comprendre pourquoi une personne elle n'arrive pas à changer. Voilà, mais ça marche aussi pour nous si on veut arrêter de fumer ou de boire et tout, on peut se poser ces questions. Et après, c'est les techniques d'affirmation de soi pour arriver à communiquer sans être agressif, mais à communiquer aussi sans se faire bouffer en fait. C'est trouver un mélange entre passivité et agressivité pour pas être finalement ni trop l'un ni trop l'autre. Et ça marche bien pour apprendre. Parce qu'en termes de compétences sociales, même pour la vie privée, ça marche super bien en fait, l'affirmation de soi. Donc moi, c'est trois choses en fait où il y a des livres qui sont pas mal, où on peut s'intéresser à ça facilement. Et tout professionnel de santé, ça peut être vachement bien pour garder une relation ou faire avancer la personne plus vite. Oui, ben, on mettra des liens un petit peu de toutes ces possibilités-là. Je ne sais pas si récemment, comme tu as un peu moins travaillé avec des kinés, tu en as été informé, mais de plus en plus de kinésithérapeutes se forment au TCC, se forment à l'entretien motivationnel, se forment à l'hypnose, à la méditation de pleine conscience, etc. C'est aussi pour ça qu'on discute aujourd'hui, parce que selon l'intérêt qu'on a à ça, nous, en tant que rééducateurs, on a de plus en plus d'intérêt à travailler sur l'alliance thérapeutique et sur la communication avec le patient, en fait. Je voulais juste te demander ton avis par rapport à l'apprentissage de ces outils pour tout professionnel de santé hors du champ de la psychologie. Est-ce que tu y vois des limites en termes d'utilisation? Alors moi, je trouve ça très bien que les gens se forment à d'autres choses ou soient formés, tant qu'ils ont l'intelligence de voir leurs limites en fait. Mais par exemple, moi, si tout un coup je me dis, tiens, on va faire des cours de danse, je vais faire des cours de danse voilà, pour les traumatiser ou les gens violés, et si je mets du coup à travailler sur le corps ou des choses comme ça, bon, ben, si une personne effectivement dit j'ai mal là et je me dis oula, non, ça dépasse mes compétences, que je sois capable d'arrêter, voilà. Parce que effectivement, après, si on prend quelqu'un qui se forme au TCC, mais qui a du mal avec les dépressions qui viennent de l'enfance, elle va s'épuiser effectivement, parce que c'est pas son métier en fait de gérer les problèmes infantiles d'une personne. Tant qu'on reconnaît ses limites et qu'on sait dire non, mais là en fait ça dépasse ce que j'ai appris, moi ça me dérange pas du tout. On peut se fermer à tout. Le gros problème que j'ai, alors là tout ce que tu as décrit c'est pas ça, c'est que je trouve que le lien esprit-corps en fait il y a encore beaucoup de conneries. Et les plupart des gens qui ont la main mise dessus sur ces études, ou alors pas sur les études, mais sur le marché, entre guillemets, je fais des gros guillemets, hein. Voilà, Oui, bien sûr. c'est beaucoup de choses psychosomatiques complètement dépassées, complètement à la ramasse, comme la kinésiologie appliquée, ou les trucs comme ça, où les gens ils te tâtent le coude et ils voient que tu as eu un problème à 4 ans. Sauf que dans les études, on a remarqué qu'en fait, ils n'arrivaient pas à détecter quoi que ce soit à l'aveugle, en fait, ou alors sans que la personne donne des infos. Ce qui me gêne, moi, c'est juste qu'actuellement, si on voit toutes les connaissances que les gens ont ou que les professionnels utilisent, il y a surtout des vieilles théories datées, des trucs qui ne marchent pas. Et pourtant, des études sur le lien esprit-corps, il y en a un paquet, mais elles ne sont pas encore utilisées beaucoup en libéral ou alors dans les approches de soins. Un truc, par exemple, que les gens développent, c'est les gens qui ont été violés, c'est par exemple, ils essaient de développer des cours de yoga ou des choses particulières. Et moi, c'est vrai que quand un patient, par exemple, me dit qu'en fait, il a mal au dos à chaque fois où il se sent bloqué dès qu'il doit danser, et qu'effectivement, on cherche d'où vient le mal de dos, effectivement, bon, ben, ça vient qu'il a été violé à tel truc, et que du coup, son corps est très sensible de ce côté-là, et que du coup, ça crée des douleurs à ce niveau-là, et que ça serait pas mal qu'il puisse
être rééduqué sur ce côté-là, avec quelqu'un de bienveillant ou quelqu'un qui serait capable d'un côté de prendre le corps et de le toucher, parce que moi je n'irai jamais toucher un patient, de faire ressentir des sensations, mais capable de comprendre ce que c'est un trauma et de savoir ce qu'il faut faire à ce niveau-là. Voilà. Par exemple, moi ça ne me dérangerait pas de coopérer avec quelqu'un qui ferait ça, et moi je vais expliquer, bon ben voilà, ce qui reste de ce trauma c'est ça, donc attention, quand tu vas toucher ça va provoquer ça, et donc pour faire passer tu devras faire ça. Donc quelqu'un qui serait formé justement, je ne sais pas, yoga trauma, ça ne serait pas incongruent pour ma part, et je pourrais envoyer des patients en expliquant à la personne, ben voilà, ce patient il a ça, il va réagir comme ça, et comme il réagit comme ça, il faudra faire ça. Il y a plein d'approches, je pense, à développer. Pareil pour la schizophrénie, ils sont en train de développer des approches physiques pour les symptômes de schizophrénie et tout. Et je pense qu'il y a plein de choses. Et quand tu cherches dans les études, tu cherches activité physique, et tu m'as envoyé des liens, mais il y en a plein. Il y a plein de choses potentiellement à mettre en place. Mais pour l'instant, ça reste un peu du domaine de la magie, et on vend de la magie aux gens. Par exemple, je m'étais intéressé à la danse-thérapie, je suis allé voir, et ils disent ouais, mais parce que la danse, ça va modifier votre inconscient. Mais ce qui veut absolument rien dire en fait. Parce que en fait, du coup, si on décrit pas ce que c'est l'inconscient, ça veut rien dire. C'est un peu comme si je te donne un bol et je te dis ça va améliorer ta cuisine. Sauf que tu sais pas en quoi. Est-ce que les plats seront meilleurs dans le bol? Est-ce que ta cuisine sera plus jolie dans le bol? Je sais pas, mais voilà. Donc en fait, c'est souvent vendu comme ça. Et moi, en général, quand il y a quelqu'un qui vend en disant mon truc, ça modifie ton inconscient, je me dis il y a un truc pas net. C'est que la personne n'explique pas. Bah, de toute manière, quand c'est pas défini, on a des méthodes qui sont floues parce qu'on ne sait pas sur quels résultats on se base et quels sont les outcomes primaires de notre étude. Donc, si on parle d'études, c'est flou. Et si on parle de compétences, effectivement, il faut savoir, faut pouvoir faire un test et retest, un avant-après, et mesurer quelque chose qui a évolué spécifiquement, quoi. Tu as aussi l'idée d'énergie. L'énergie où je vais te toucher le dos et ça va réaligner tes énergies. En fait, je ne vois pas ce que ça veut dire et je crois que personne ne m'a jamais expliqué ce que ça veut dire. Non, mais en fait, je pense que ceux qui voudraient développer ça, il y aurait de quoi faire parce qu'il y a vraiment beaucoup d'études. Ce qu'ils ont du mal encore dans les études, c'est voir d'où ça vient exactement l'effet. Par exemple, il y a des études sur comment que les ados ne fument pas. Et ils ont remarqué que si on leur fait faire de l'activité physique, en fait, ils fumaient moins. Et en fait, ils commençaient moins à fumer. Et ils ne savent pas encore si c'est genre l'effet de l'activité physique qui du coup crée quelque chose d'hormonal ou pas, qui fait qu'on a moins envie de prendre un produit extérieur, ou alors si c'est par exemple juste le fait que le sport en général on le fait à plusieurs, et que donc ça fait un espace social où c'est pas un espace social où on fume, parce qu'en général tu fumes pas quand tu fais de l'athlétisme, enfin tu peux fumer après le cours, mais tu fumes pas pendant le cours. Donc, en fait, il y a plein d'effets. Sur la dépression et la danse aussi, il remarque qu'il y a quelques effets, encore légers, mais c'est pareil. En général, on danse avec un prof ou avec quelqu'un, donc on ne sait pas si c'est dû au social ou pas. Donc, il y a encore plein d'études, mais on ne sait pas trop encore comment tout mettre ça ensemble. Mais je pense que moi, il y a quelque chose à faire pour, dans les dizaines d'années suivantes, à développer en fait. En tout cas, c'est vraiment pertinent parce que les résultats qu'on a pu voir ensemble, là, effectivement, sont assez prometteurs en termes notamment d'activité physique. Depuis, je dirais, à peu près 5-6 ans, on trouve un peu plus de choses dans les études sur l'activité physique et son impact sur la santé mentale. Est-ce que toi, tu as connaissance de psychothérapeutes qui passent par le mouvement avec leurs patients? C'est une question qu'on a souvent parce que c'est un modèle que moi, en tout cas, je ne connais pas. Je réfléchis à des psychologues qui pourraient aller marcher avec les gens ou qui, tu disais justement, moi, je ne toucherai jamais un patient. Est-ce qu'il y a certaines personnes qui le font? Bah oui, après, je pense qu'il faut juste avoir un modèle. Il faut bien caler le modèle. Par exemple, moi, ça me paraîtrait pas incongruent que des gens qui ont des problèmes affectifs, le fait de les toucher, ça puisse renforcer la thérapie, puisqu'en fait, il y a un côté affectif fort. Voilà, avec les risques que ça comporte, parce que du coup, il faut gérer l'attachement des deux personnes et que le psy puisse gérer cet espace aussi de manière. Donc, comme s'il soit formé à toucher ses patients de manière intelligente, en sachant ce qu'il fait et quand il faut le faire ou pas, ça ne me choquerait pas. Après, moi, je ne connais pas de gens qui arrivent à faire tout ça intelligemment encore, mais c'est pas parce que je ne connais pas que ça n'existe pas. Et il y a juste un mec connu, il a fait un livre qui s'appelle Le corps n'oublie rien, et lui il travaille avec les traumatisés, c'est lui effectivement qui essaie de développer des choses de yoga ou des choses avec le corps. Et à la limite, c'est la piste la plus crédible que je connais actuellement sur un modèle entre le corps, l'esprit et le trauma. C'est ce que j'ai vu le mieux actuellement. Après, de ce que j'ai vu, on propose des activités physiques ou des choses physiques qui marchent ou qui ne marchent pas, mais c'est un peu le hasard de ce que je vois. Il n'y a pas vraiment de modèle.
Donc moi, en fait, ça me dérangerait pas qu'on teste plein de choses, mais en fait, que ça soit correctement fait et qu'on fasse pas du hasard. Non, non, c'est très clair, effectivement. Et ça montre aussi qu'il y a une porte d'entrée très intéressante, mais qui finalement est pas forcément bien employée, en tout cas actuellement. Alors si on prend juste pour les psychothérapies, je crois qu'il y en a il y en a des centaines. Mais si on parle de celles vraiment qui se basent sur des modèles corrects, sur les études ou sur une réelle efficacité, en fait, on en compte au moins d'une vingtaine, en fait. Donc, je suis d'accord pour le corps-esprit, mais effectivement fait de manière correcte. Après, c'est que la pluridisciplinarité, même dans la recherche, en fait, il faut du temps que les gens connaissent bien un domaine, puis se mettent à réfléchir au lien avec les autres domaines. Et après, du coup, là, il y a des choses nouvelles qui sortent. Et je pense que là, sur l'activité physique ou le lien corps-esprit, il y a plein de choses qui commencent à sortir de plus en plus importantes. Par exemple, il y a des trucs même où j'aurais jamais pensé, c'est que les schizophrènes, par exemple, ils ont un métabolisme cardiaque un peu différent, et donc ils aimeraient s'en servir de ça pour pouvoir identifier les gens qui potentiellement vont faire des crises, quand ils vont faire des crises et tout. Donc il y a plein de choses à chercher. Je pense que les gens qui voudraient développer quelque chose là-dessus, il y aurait de quoi faire. Le problème, c'est pas de se faire bouffer par des pseudo-sciences ou des pseudo-pratiques où les gens, ils vont te faire revivre, toi, quand tu étais dans un fœtus, en te faisant un massage. Oui, c'est toujours un petit peu le souci dans la plupart des professions, j'imagine. Et le problème, c'est que là, il faudrait que des gens qui connaissent très bien la kiné discutent ou forment des gens qui connaissent très bien la psycho ou alors le corps, et que du coup, les gens mettent face à un modèle en fait en mettant en lien leurs différentes comment dire, conceptions en fait des problèmes. Mhm. Et là, je suis sûr qu'il y a plein de choses à faire parce qu'en fait, c'est complètement débile de penser qu'on est indépendant de notre corps ou alors que c'est l'esprit qui est plus fort que le corps ou que c'est le corps qui crée tout sur l'esprit en fait. Oui, dans un cas comme dans l'autre, effectivement, c'est ce qu'on disait déjà des douleurs tout à l'heure. Hein. Je pense qu'il y a des extrêmes dans les deux côtés, mais s'il y a des extrêmes dans les deux côtés, c'est certainement qu'il y a des interactions de l'un et de l'autre et que c'est jamais une seule cause ou un seul facteur qui importe dans la situation, quoi. Je suis plutôt pour la liberté, que les gens ils se soignent comme ils veulent, ils font ce qu'ils veulent. Voilà, même s'ils veulent faire n'importe quoi, qu'ils le fassent. Alors si en plus on peut trouver des choses qui ne sont pas n'importe quoi, mais qui sont en plus ont des nouvelles façons de prendre en charge des gens. De toute façon, ce qu'il faut voir sur les problèmes mentaux, on est loin d'arriver à 100% de soins sur toutes les pathologies. Le mieux qu'on fait de ce que j'ai vu, à la limite, c'est sur les phobies, on arrive à 90% avec un type de thérapie, on arrive à soigner 90% des gens. Mais après, si on ne soigne pas 100% des gens, c'est qu'on n'a pas tout compris et qu'il y a des nouvelles choses à développer. Donc au niveau des maladies psy, il y aurait plein de nouvelles thérapies à développer. Le problème, c'est vrai que c'est difficile de voir émerger quelque chose de vraiment nouveau. Parce que souvent, quand par exemple tu t'y connais pas en thérapie et que tu as envie de te former, tu vas chercher des nouveaux types de thérapie. Mais souvent, c'est des recyclages sous un nouveau nom de techniques qu'on a il y a longtemps pour les vendre plus cher en fait. Voilà. Par exemple, souvent, il y en a plein qui se forment à certaines choses, mais en fait, c'est des choses que moi j'ai appris pour 80 € en une demi-journée dans un centre de formation général. Et en fait, ils vont faire la journée à 300 € pour quelque chose qui est juste un nouveau nom et qui est présenté comme révolutionnaire, alors que ça fait 40 ans que ça existe. Et qu'en fait, voilà. c'est, donc, ça, c'est un peu la mode en ce moment dans les psychothérapies, c'est de changer le nom de quelque chose qui marche. Voilà, qui marche bien. Alors du coup, les gens qui vont se former à ça, c'est pas mauvais, mais sauf qu'ils paient très cher et on leur initie un truc nouveau, alors qu'en fait, c'est pas tant nouveau que ça. Par exemple, en ce moment, là, ça pète sur le MDR. Donc le MDR, effectivement, c'est des techniques particulières. Mais en fait, il y a des gens qui veulent s'extraire un peu, se faire leur fric, donc ils changent juste le nom des lettres, ou alors les mots, et du coup, ils vendent aussi leur marque en disant, ben moi je fais ça, mais ils font la même chose en fait. D'accord. Donc il y a des petites batailles marketing comme ça. Je sais pas s'il y a la même chose en kiné, mais en psycho, la bataille marketing, ça y va quoi au niveau des psychothérapies. Oui, il y a des concepts généraux qui sont utilisés et qui après, en fait, c'est une question de label qui sont appropriés à une personne ou une autre qui décide de reprendre le même concept et de le faire un peu à sa sauce pour après le proposer sous son nom. Peut-être que c'est moins une bataille sur des choses qui sont les mêmes. Par contre, il y a des courants aussi, il y a des modes. En ce moment spécifiquement, et puis surtout depuis un an avec le Covid, on n'a jamais autant parlé de santé mentale que cette année, et tant mieux. Et on a de plus en plus de rééducateurs aussi qui se forment, comme je te disais, à justement des techniques de communication et de la relation au patient.
ce qui était par exemple beaucoup moins le cas il y a une quinzaine d'années dans ma profession en tout cas je crois. Donc comme d'habitude, ça peut être très profitable pour découvrir les autres professions et pour être plus polyvalent. Et à la fois il y a des dérives et des choses qui sont inventées et réinventées sous des noms différents mais qui sont finalement partant de théories assez proches en fait. Ah oui, c'est super dur. Et à la limite, si un jour il y a des gens qui écoutent et qui ont envie de créer quelque chose de nouveau et même de se faire du fric facile, en fait, faut toujours pas. C'est comme les gens qui mentent, s'ils mettent un bout de vérité dedans, ça passe mieux. Bah là, faut mettre un bout de truc qui marche dans votre délire et ça passe mieux. Voilà. Eh ben merci pour ce conseil avisé pour Voilà, nos pour ceux étudiants qui et veulent. nos futurs diplômés. Après, chacun son éthique professionnelle. Exactement, oui, après c'est une question de morale, oui. En tout cas, s'il y en a qui veulent se voir les liens activité physique, corps, esprit et tout ça, bon, il faut savoir lire anglais, mais il y a un paquet d'études dessus et donc il y a de quoi faire largement 15 000 thèses dessus en fait. Oui, ben on vous mettra quelques liens là qu'on a pu voir dans la barre de description en bas. Ben écoute, en tout cas, je crois que tu vas devoir filer pour ne pas être trop à la bourre dans ta journée. Ouais. Donc je te remercie beaucoup d'avoir pris le temps de discuter un peu de tout ça. Oh, ben merci de m'avoir invité. Ben avec grand plaisir. Et puis peut-être à bientôt pour reparler de thématiques un petit peu interdisciplinaires alors. Ben, merci en tout cas. Merci d'avoir pris le temps d'écouter le CIFEP podcast. Vous pouvez retrouver le comité scientifique sur notre newsletter, notre site internet et les réseaux sociaux.